voyage en Italie, voilà qui en séduirait plus d'un, mais c'est avec le guitariste Philippe Mouratoglou que nous le ferons. Un voyage dans le temps, de la Renaissance au modernisme, au son de la musique de 4 compositeurs au style très différent, mais unis par cette terre italienne si généreuse et si belle. Philippe Mouratoglou, bonjour. Bonjour. C'est un voyage en Italie raffiné que vous nous proposez avec votre disque, La Bellezza. Un voyage musical au gré des œuvres de 4 compositeurs, Francesco da Milano, Mario Castelnuovo Tedesco, Giulio Regondi et Nuccio D'Angelo. Contrairement à nombre de disques qui appellent l'Italie dans leur programme, vous avez choisi de marier au disque un compositeur du XVe siècle avec 3 compositeurs modernes de l'ère romantique à nos jours. Votre voyage en Italie est donc plutôt inédit et original, eu égard à la manière dont on construit habituellement le programme des disques. Alors pour ce disque, je m'étais fixé déjà une contrainte qui est de ne jouer que du répertoire écrit pour guitare au départ. Ce qui exclut de fait toute la musique antérieure au XVIIIe siècle où la guitare n'existait pas encore. Mais j'ai finalement cédé à la tentation d'inclure la musique de Da Milano, qui était donc lui par contre luthiste et non pas guitariste, parce que c'est un de mes compositeurs préférés. Et faire un disque de musique italienne sans jouer sa musique, pour moi c'était pas possible, c'était trop loin de moi. J'avais besoin de jouer cette musique. Et d'autre part, j'aime bien au disque, au concert, avoir des programmes avec des œuvres variées stylistiquement et aussi d'époques différentes pour avoir une richesse, pour pouvoir présenter tout ce que peut faire la guitare. Oui, et que vous mêlez, vous n'y allez pas de façon historique, je dirais, mais vraiment au gré des affinités entre les morceaux. Ça, c'est vraiment la musique qui décide. L'ordre chronologique, en général, ça marche pas. Ça marche en théorie, mais l'enchaînement des morceaux, souvent, ne fonctionne pas. Donc là, c'est vraiment en essayant des ordres différents qu'on a abouti à cet ordre-là, où effectivement, les pièces anciennes sont intercalées entre les pièces plus modernes. Oui, mais alors justement, cette manière de composer le disque permet aussi à l'auditeur, même non averti ou non musicien, ou bien encore non spécialiste, de se laisser d'abord emporter par la musique, dans une alternance entre le passé de la Renaissance, avec Francesco da Milano, et puis la modernité naissante ou complètement affirmée, avec les 3 autres compositeurs. Et en fait, ça, c'est aussi exactement l'Italie. En fait, moi, ça m'intéressait de présenter la musique italienne, parce que quand on parle de guitare classique, on pense vraiment plus spontanément à l'Espagne, alors qu'en fait, c'est une fausse idée, parce que la musique espagnole ne représente qu'une partie du répertoire de la guitare. On le voit avec ces compositeurs italiens qui ont, tout au long des siècles, ont écrit pour l'instrument des choses magnifiques, qui peuvent tout à fait se comparer aux pièces les plus célèbres écrites par les compositeurs espagnols. Oui, et d'ailleurs, l'Italie s'est toujours emparée de bon nombre d'influences, et c'est ce que votre disque montre aussi parfaitement. Et l'auteur du livret le rappelle aussi, Gilles Torgman. Pour lui, la musique italienne, elle est bien le fruit de tous ces mélanges, y compris espagnols. Oui, tout à fait, il le rappelle. Il a écrit, il faut le dire, un texte absolument magnifique là, qui est inclus dans ce disque. Il rappelle notamment qu'à l'époque de la Renaissance, l'Italie, dans sa quasi-totalité, était sous la férule espagnole. À l'époque où la Renaissance, comme il dit, brillait de 1000 feux. Donc c'est toujours un mélange. Les compositeurs franco-flamands sont venus étudier en Italie, ont été influencés par les musiciens italiens qui eux-mêmes en retour ont été influencés par ces compositeurs franco-flamands, comme Josquin des Prés par exemple. Donc c'est bien sûr toujours un mélange. Sans oublier les étrangers qui se rendaient en Italie et qui influençaient aussi les Italiens d'ailleurs. Oui, tout à fait. On peut penser aussi à l'un des compositeurs, Mario Castelnuovo Tedesco, qui lui est descendant de juifs espagnols, italiens, mais émigrés aux États-Unis. Donc le mélange va encore plus loin. Oui, vous faites bien de le rappeler. Tedesco a passé une bonne partie de sa carrière d'ailleurs aux États-Unis comme compositeur de musique de film, même s'il a beaucoup écrit pour guitare, notamment cette sonate à l'invitation d'Andrés Segovia. On peut continuer ce voyage italien avec vous. J'aimerais que vous nous parliez plus avant de Giulio Regondi et de Nuccio D'Angelo, parce que leurs pièces sont vraiment étonnantes et le public aura intérêt à les découvrir. Alors Giulio Regondi, c'est un des grands compositeurs pour guitare du milieu du 19e siècle. On parle là d'un contemporain de Franz Liszt, par exemple. Il est assez peu connu, mais c'est en raison de la brièveté de son œuvre. Il n'a écrit que 5 pièces de concert et 10 études pour guitare,
parce qu'après il a eu une vie assez compliquée, et puis il a commencé à écrire pour un autre instrument. Donc sa musique a été redécouverte assez tardivement, mais c'est vraiment dans ce style romantique, on peut presque dire que c'est le plus grand compositeur du 19e siècle pour guitare. Donc c'est vraiment un compositeur important pour notre instrument. Et Nuccio D'Angelo, c'est encore autre chose. Bon, là, on est plus d'un siècle plus tard, puisque c'est un compositeur qui est né en 1955, si je ne m'abuse. Et cette pièce, Les deux chansons lydiennes, est très originale, car elle utilise une manière d'accorder la guitare complètement inédite. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a la cinquième corde et la sixième corde et la deuxième, sont descendues d'un demi-ton. Donc on a un accord à vide complètement différent, et ça ouvre tout un monde de couleurs qu'on n'avait jamais entendu jusque-là sur la guitare, et ça donne cette pièce très originale qui est une sorte d'improvisation, de fausse improvisation notée sur partition. Original, mais en même temps, il faut le dire pour les auditeurs, rien qui n'accroche en fait, comme parfois certaines pièces contemporaines. Alors ça, c'est dû au fait que c'est une composition qui emploie la modalité, qui est un mode d'écriture très ancien, qui rejoint d'ailleurs Francesco da Milano à cet égard. Donc on n'est pas dans la tonalité, mais on n'est pas non plus dans son opposé, c'est-à-dire la tonalité la plus complète. On est dans un entre-deux, qui fait que la pièce, on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste de musique, et encore moins de musique contemporaine, pour apprécier cette œuvre. Mais c'est là tout l'intérêt de votre disque, c'est que finalement, on peut l'écouter comme dans un flux en une fois, sans chercher à savoir à quelle époque on se trouve ou à quel moment. Mais en revanche, on sait qu'on est dans quelque chose qui sent l'Italie. Bah écoutez, si vous me dites ça, ça veut dire que c'est réussi. Alors ça me fait plaisir, merci. Moi, en tout cas, je suis pas le mieux placé pour savoir si mon disque s'écoute d'une traite, mais en tout cas, d'une pièce à l'autre, il y a des points communs qui sont évidents. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le sens du chant. Oui. Toutes ces pièces du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui sont traversées par un sens du chant qui est évident. Chez Da Milano, c'est la grande époque de la polyphonie vocale. Et évidemment, ces pièces sont une transcription de cela pour le luth, donc on l'entend. Chez Regondi, on entend le bel canto, évidemment. Les chansons lydiennes de D'Angelo, tout est dans le titre. Ce sont aussi avant tout des chansons, donc voilà. Et ces pièces, comment est-ce que vous les avez choisies ? Je suppose qu'il y en avait d'autres, vous avez pu parfois hésiter. Pourquoi celle-là en particulier pour le choix final ? Alors, ça aurait pu effectivement être d'autres, parce qu'on a quand même un répertoire, contrairement à ce qu'on pense parfois, qui est extrêmement vaste. À la guitare classique. J'ai choisi, je dirais qu'il y a deux critères principaux. Peut-être le premier, c'est vraiment des affinités électives. C'est des pièces qui me parlent suffisamment pour que je passe beaucoup de temps à les travailler et à les jouer, parce que ça représente quand même un travail de fond. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, moi, j'aime montrer que la guitare a un très beau répertoire en dehors des quelques tubes que tout le monde connaît. Donc j'ai choisi aussi des pièces emblématiques. La sonate de Tedesco, c'est une des pièces les plus importantes pour guitare de la première moitié du 19e siècle. La pièce de D'Angelo également pour la deuxième moitié du 20e siècle. Et voilà, et Regondi, pareil. Donc je ne cherche pas des pièces forcément obscures que les gens ne connaissent pas. Ce sont des pièces très bien connues des guitaristes en réalité, mais qui pour moi qui sont importantes pour vous. Qui sont importantes pour moi et qui sont importantes dans l'histoire de la guitare classique également. Et que vous pratiquez depuis donc très très longtemps, depuis peut-être l'époque de votre formation, et que vous continuez de maturer dans son interprétation ? Alors pas vraiment, parce que la pièce la plus ancienne, la pièce de Regondi, je la joue depuis une dizaine d'années. Les autres, je les ai vraiment travaillées pour ce disque. Parce qu'au départ, je voulais faire une monographie sur Regondi. Oui. Mais en fait, le projet a évolué au fur et à mesure. Finalement, les monographies, c'est pas trop mon ADN. Moi, j'aime bien présenter au contraire des styles variés, encore une fois, sur disque ou en concert. Donc, c'est devenu ce disque dont j'ai dû travailler un nouveau répertoire.
Gilles Torgman, dans le livret, écrit de votre disque « Mieux qu'une performance historiquement informée, c'est donc d'une performance historiquement réfléchie qu'il est question ici, avec toute la riche polysémie qui s'attache au terme « réfléchir ». Je continue, à savoir refléter une histoire comme un miroir, mais aussi la soumettre à toutes les idées, spéculations, désirs d'un musicien d'aujourd'hui qui, tel un peintre d'antan, sait très bien qu'un tableau, avant d'être une somme de couleurs en un certain ordre assemblé, reste avant tout cette chose mentale, célébrée par Léonard de Vinci il n'y a pas plus tard qu'hier. C'est un magnifique hommage à votre travail. Ah oui, c'est presque, ça me laisse sans voix, je dirais. C'est parfaitement dit, au fond. Ça reflète votre disque de façon extrêmement précise, raffinée. Il y a tout. On sent bien qu'il y a à la fois le travail sur l'instrument, mais aussi la réflexion sur le temps qui est passé dans un pays et dans une culture. Oui, et puis Gilles Torgman fait aussi référence, quand il parle de performance historiquement informée, il fait référence au fait que je joue toutes ces pièces d'époques différentes sur le même instrument, et non pas sur un luth ou sur la guitare romantique. Oui. Donc il parle de ça. Moi, effectivement, c'est un peu mon credo, c'est-à-dire de chercher un son spécifique à chaque pièce, mais toujours en gardant le même instrument. C'est ce qui m'intéresse. Vous êtes sensible à la précision du son ? Je suis sensible au son en général, donc j'essaie de trouver le son juste, qui est bien évidemment très subjectif, mais ce qui pour moi est le son juste pour chaque pièce. C'est vraiment ce travail-là qui m'intéresse. On va jouer une pièce pour luth, écrite pour luth, différemment d'une pièce écrite pour guitare moderne. Pour un auditeur qui n'est pas musicien, je suis certaine qu'il va se demander comment est-ce qu'on trouve le son juste. On le trouve en cherchant, en espérant le trouver, mais c'est un travail de longue haleine. Dans le cas de pièces de Da Milano écrites pour luth ou de Regondi écrites pour guitare romantique, la première chose, c'est évidemment d'écouter le son de ces instruments pour s'en imprégner, pour ne pas faire de contresens au niveau du son. On ne cherche pas à imiter, parce que si c'est pour imiter, autant jouer sur l'instrument d'origine. Mais c'est garder l'esprit de ces instruments qui sonnent quand même assez différemment de la guitare moderne. Donc c'est important d'avoir tous ces sons en tête. Est-ce que, suite à ce disque, vous avez prévu par exemple une suite, puisqu'on sait que le répertoire est plus ample encore ? Alors je n'ai pas prévu spécifiquement de suite, mais il peut tout à fait y en avoir une. Je joue notamment très régulièrement depuis plusieurs années les magnifiques concertos pour guitare de Mauro Giuliani, qui était un des grands compositeurs italiens lui aussi du début du 19e siècle, qui aurait tout à fait pu figurer dans ce disque. Donc j'en ai pas fini, loin de là, avec la musique italienne. Ce n'est qu'un tout petit échantillon de la musique italienne pour guitare qu'on trouve sur ce disque. Eh bien, on attendra peut-être la suite. Merci beaucoup Philippe Mouratoglou. Merci.